Vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons ce 229e épisode le 18 mai 2021. Et la météo est digne du mois de mars avec des giboulées permanentes. On se croirait en Bretagne, partout en France. Une fois de plus, c'est la crypto-monnaie qui pose les questions les plus déroutantes en ce moment avec, tenez-vous bien, Elon Musk qui s'est rendu compte que le Bitcoin posait des problèmes écologiques. Est-ce qu'il a écouté Tech Café? On ne sait pas, on va voir ensemble. Des cryptos qui génèrent également de nouvelles pratiques avec des serveurs Discord qui coordonnent des manipulations de cours de crypto-monnaie. Bon, on va vous raconter tout ça, on vous parlera ensuite de plein de trucs qui fonctionnent mal en ce moment ou pour lesquels on identifie un peu les limites, notamment quelques exemples, hein, les AirTags qui se jailbreak assez facilement, le Wi-Fi qui se fait pirater, qui se fait hacker, avec des références assez anciennes d'ailleurs qui sont exploitées. Des voitures autonomes Waymo qui sont désorientées par des simples cônes de chantier, des connexions Starlink qui marchent la plupart du temps. On enchaînera ensemble sur une rubrique prospective des technologies du futur, notamment une puce injectable, des écrans de Samsung qui se font autant manipuler que vous quand vous allez chez un ostéopathe, et plein d'autres sujets parmi lesquels une section jeux vidéo. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve celui qui est à l'actu tech, ce que sont les musiques haute fidélité au service de streaming musical. Auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Oui, mais à la différence de trucs d'Apple, moi je ne nécessite pas de DAC externe. Oui, effectivement. Bon, il y a des limitations liées au Bluetooth dans cette histoire, si j'ai bien compris. Mais bon, les audiophiles vont être ravis. Je suis convaincu au passage, Guillaume, qu'il y a à peu près 95% des gens qui n'ont pas les équipements et l'oreille qui est suffisamment adaptée pour profiter de ces musiques très haute fidélité. Si c'est votre cas, j'en suis ravi en tout cas. On a Cam Nikaz qui a écrit une évaluation sur Apple Podcast. Il a dit, tiens-toi bien Guillaume, ma nouvelle référence en podcast tech. Enfin, j'ai trouvé le podcast que je cherchais, du contexte et du détail sans tomber dans l'inutile grâce à la culture de Guillaume Poggiaspala et son ton juste assez léger pour garder le sourire tout au long de l'écoute. Un Guillaume Vendée qui anime ça très dynamiquement et la recette nous donne un excellent podcast. Après 2 mois d'écoute, me voilà sur Patreon et là il a mis des emojis, il a mis le pouce en haut, il a mis l'emoji de la flèche qui monte avec top, il a mis keep up. Donc écoute, merci beaucoup à toi Cam Nikaz pour ton avis sur Apple Podcast. Et puis, bienvenue aux nouveaux abonnés à notre page Patreon. Merci à ceux aussi qui renouvellent leur engagement. On va citer Prismix, Anthony, le graphique qui soutiennent très activement le podcast. Ils vont profiter du flux privé du podcast garanti sans pub, accéder aussi au chapitrage des épisodes. Je sais que ça intéresse certaines et certains d'entre vous, mais aussi des notes des émissions avant leur enregistrement. Et puis, ils font également partie de ceux qui peuvent se satisfaire de garantir la pérennité de Tech Café et de continuer à recevoir longtemps les épisodes hebdomadaires et parfois même 2 épisodes dans la semaine durant encore longtemps. Alors, si vous voulez faire comme eux, rendez-vous sur le site Patreon, Patreon, à l'adresse patreon.com/techcafé, TECHCAFE. Pour avoir toutes les explications, c'est patreon.com/techcafé et le lien est de toute façon dans les notes de l'épisode. On va, sans autre forme de procès, vous relayez toutes les news. On a plein de choses dont on va vous parler dans cet épisode. Je fais juste une petite parenthèse pour dire que la Google I.O. vient de se terminer. En tout cas, la présentation d'ouverture de la Google I.O. vient de se clôturer au moment où on enregistre cet épisode. Donc, on vous donnera tous les éléments croustillants qui méritent d'être relayés après une digestion complète de notre part dans le prochain épisode. Il y a juste 2-3 trucs là qui m'ont marqué que je trouve plutôt cool. Il y a notamment la suite Google qui va intégrer de la philosophie d'une application que j'aime beaucoup et que j'utilise pour certains usages dont on a parlé dans Real Life, qui est Notion, qui permet d'avoir des blocs assez intelligents et assez pratiques. Donc je me réjouis de voir ça dans la suite Google. On a, et ça c'est vraiment un truc super chouette qui annonce un futur radieux dans l'univers des objets connectés qu'on portera sur nous, c'est Wear OS qui fait un partenariat avec Samsung. On avait des rumeurs ces derniers temps qui nous disaient que les prochains appareils
appareil type montre connectée de Samsung abandonnerait Tizen, bah en fait c'est parce qu'il y a une espèce de proximité entre Wear OS de Google et Tizen, donc c'est cool de voir des choses qui avancent à ce niveau-là. Et puis quelques éléments de présentation d'Android 12, 3 milliards d'appareils Android, hein, le chiffre m'a quand même marqué, avec donc la nouvelle version d'Android qui arrive, une nouvelle interface, alors qui va concerner principalement les smartphones type Pixel, en tout cas ceux qui sont purs Google, avec des couleurs qui s'adaptent. Et puis je trouve que c'est toujours cool de le souligner, là aussi on reviendra peut-être dessus, les algorithmes qui servent à la prise de vue sur Android, qui vont mieux prendre en compte les peaux des personnes noires, donc pour mieux s'adapter à la captation de la lumière qui va bien par rapport à ces personnes. Mais je vous le disais juste avant, il y a quelques secondes, on vous parlera de tout ça dans le prochain épisode. On va plutôt vous parler, parce qu'on sait là aussi que ça vous passionne, de crypto-monnaie avec, bon Guillaume, on est sûr, hein, enfin moi j'en suis convaincu, je vois pas d'autre explication. Elon Musk qui a dû écouter les épisodes de Tech Café, peut-être qu'il a écouté Luc Julia aussi, hein, qui enfonçait le clou sur le sujet, et qui s'est rendu compte, patatras, que les crypto-monnaies étaient assez incompatibles avec un respect de l'environnement. J'ai juste? Bah ouais, mais c'est agité, il faut dire aussi, dans le monde des crypto-monnaies en ce moment. Et donc c'est vrai qu'on peut commencer par cette espèce de saga Bitcoin crypto avec Elon Musk, qui est notre crypto king, hein. C'est un petit peu notre Snoop Dogg à nous, qu'est-ce que tu veux? Donc parce que quand même en moins d'une semaine, il s'est contredit 3 fois, c'est quand même pas mal. Alors on se souvient que Tesla avait quand même acheté pour pas moins de 2,5 milliards de dollars de Bitcoin, hein, et qu'il avait ouvert les achats de Tesla à cette crypto récemment. Donc c'était un signal fort, hein, qui est peut-être pas totalement étranger donc à l'envolée des cours, comme son soutien un peu plus erratique quand même au Dogecoin. Et ben patatras, moi aussi, oui je peux le dire, patatras. Oui, Je aussi j'ose le dire. Donc, on utilise les mots qui blessent et qui choquent parce qu'on s'engage dans Tech Café. exactement, Patatras. on s'engage. Donc voilà, Tipa, qu'Elon se rétracte, voilà, c'est prendre conscience, hein, que la consommation énorme du réseau Bitcoin, qui est entre 40 et presque 120 TWh par an, vous savez, quand même beaucoup. Alors je rappelle d'ailleurs qu'une étude de Science de 2020 estimait que la consommation électrique de l'ensemble de tous les data centers de la planète était autour des 200 TWh pour 2018, dont 77 TWh pour l'Europe, et ça, ce serait d'après un rapport de l'Union Européenne de 2020. D'ailleurs, la croissance estimée est revue à la baisse, hein. Entre 2010 et 2018, finalement, les data centers n'ont consommé que 6% d'énergie en plus. Parce qu'en fait, il y a un énorme turnover de serveurs, les modèles sont toujours plus efficaces, c'est toujours plus, il y a plus efficace en énergie. Et donc, on peut estimer qu'aujourd'hui, les bitcoins, ils consomment pas loin de la moitié, voire plus, en fait, que de ce que pompent tous les data centers mondiaux, peut-être même plus que ce que pompent tous les data centers européens. Si on fait le rapport, il me semble, hein, usage du réseau Bitcoin versus usage de tous les data centers, on obtient 0. On obtient 0 dans la limite de précision du calcul sur 32 bits. Je m'avance pas sur un calcul sur 64 bits, mais voilà, je fais à peu près 0, hein, à peu près. On te fera confiance. Donc, ça y est, Elon annonce être inquiet de la conso du Bitcoin, hein, qu'il fallait s'intéresser à des monnaies dont l'énergie par transaction était moins élevée, ou qui mentionne même au moins 100 fois moins élevée, et qu'il viendrait... alors, il dit quand même qu'il ne vendrait pas, néanmoins, hein, les Bitcoins qu'il a achetés, en tout cas pas en masse, et qui pourrait même les utiliser plus tard en cas de passage massif à des énergies renouvelables. Bon, première contradiction, les bitcoins sont pleins d'énergie, c'est vrai, sans deck, c'est maintenant qu'ils s'en rendent compte, effectivement, mais bon, c'est mieux vaut tard que jamais. Sauf que le Dogecoin, qui est l'autre monnaie soutenue un jour sur deux par Elon, elle est absolument pas plus efficace que le Bitcoin, elle repose exactement sur la même technique. Or, sur Twitter encore, hein, Elon a posté le 14 mai qu'il travaillait avec les développeurs sur Doge, pour améliorer l'efficacité des transactions. Alors qu'est-ce que ça veut dire mystère, hein, puisque Dogecoin il est proof of work comme Bitcoin, et s'il change ça, c'est plus du Doge en fait, hein, ce sera un fork vers une autre monnaie complètement. Mais franchement, forker Doge, c'est vraiment une aberration, alors qu'il y a des wagons d'autres monnaies sur lesquelles il y a des centaines de personnes qui ont déjà travaillé, quoi. À commencer par Ethereum 2.0, bien sûr, mais pas seulement, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Donc bon, le seul effet que ça a eu, c'est de faire encore un petit peu monter Doge, pour aucune raison claire. Donc c'est encore une contradiction, hein. Bon, le 16 mai, Crypto Whale hasardait sur Twitter que les investisseurs Bitcoin allaient se mordre les doigts quand Tesla allait vendre. Et là, Elon y répond « en effet ». Alors qu'il avait dit que Tesla allait pas vendre. Donc il met dans son tweet « indeed », effectivement, en effet. Donc en fait, je vois pas. Le Bitcoin, du coup, a chuté de 7%, et voilà, pas mal d'autres trucs ont baissé dans son sillage. Voilà, ce qui semble clair, c'est que Elon admet enfin la contradiction entre l'image d'un avenir vert qui est quand même porté par Tesla et celle du Bitcoin qui a pas une image très verte.
Moi, j'avais acheté, Guillaume, quelques dizaines Une d'euros Tesla en début d'année. Alors, oui, au passage, mais j'y reviendrai. Enfin, je l'ai pas vraiment acheté. C'est une location longue durée. Mais oui. Mais non, j'avais acheté en début d'année quelques dizaines d'euros de Dogecoin pour tester. Donc bon, je les ai revendus là il y a pas très longtemps quand c'était assez élevé. Bon, c'était vraiment pour le test. Et en fait, je pense que je vais tout simplement faire un virement à une association, à une œuvre qui mérite de recevoir de l'argent, et je vais virer tout ça prochainement. Donc si vous avez des suggestions d'associations qui méritent d'être accompagnées, dites-le dans les commentaires sur techcafé.fr, et je me ferai un plaisir de participer avec des dons, avec ce petit pécule. Dieu, je savais pas que t'étais crypto-millionnaire. Alors non, je pourrais pas verser des millions à des associations, ce sera très humble. Mais il y a plusieurs centaines d'euros encore, et je pense que ça mérite d'en faire profiter des bonnes initiatives. Tant pis, ce sera un petit peu au détriment de la planète, je dois malgré tout le confesser et le regretter. Guillaume, on va parler maintenant d'un sujet qui n'avait pas trop d'éléments d'actualité récemment, c'est le Diem, donc c'est le successeur du Libra. Cette initiative de crypto-monnaie justement de Facebook et d'entité d'ailleurs pour cette crypto-monnaie qui se voulait au-delà des frontières, qui se voulait faire tenir main dans la main des monnaies de référence pour plus de stabilité et pour s'ouvrir à des paiements partout à travers la planète. Et on a vu mois après mois ce projet profondément se transformer et abandonner son visage original pour devenir quelque chose d'assez différent. Dernière caractéristique de changement en date, c'est le fait que le Diem, qui avait son entité mère installée en Suisse, va quitter la Suisse. Bah oui, c'est vrai que on se souvient quand même des grands plans de Facebook pour ce qu'on appelait alors le Libra. Cette crypto-monnaie universelle, transfrontalière, ça paraissait de la science-fiction, et en fait, ça en était, puisque bon, ça a été rebaptisé Diem pour une raison obscure. Et donc c'était une crypto qui était pas trop décentralisée, et en fait Facebook réduit encore ses ambitions et devient en essence une sorte de nouveau Tether, quoi. Donc Diem a renoncé à avoir la licence de la FINMA, qui est l'autorité de surveillance des marchés financiers en Suisse. FINMA, c'est un acronyme allemand, donc je vais pas m'y risquer. Et donc oui, évidemment, Facebook était enregistré, Libra était enregistré en Suisse à l'origine. Mais du coup, l'assaut de 26 boîtes, quand même, déménage à Washington, parce que voilà, aux États-Unis au moins, ils ont eu le feu vert des régulateurs avec un partenariat avec Silvergate, qui est une banque californienne qui est spécialisée dans les cryptos, et qui va s'occuper de l'émission des Diem, mais alors c'est des Diem US dollars. Donc c'est quoi ? C'est une crypto stable, adossée à une monnaie, mais pas un panier de monnaie. Ça va être adossé uniquement qu'au dollar. Voilà, c'est le Diem US dollar, et c'est pas le Diem qui devait être adossé à un panier de monnaie international. Donc en gros, le truc c'est que ça pourrait marcher, mais en fait c'est pas la première du tout. C'est pas du tout la première monnaie, crypto-monnaie adossée à des dollars en fait. Il y a déjà les USD Coin, il y a déjà le Binance USD Coin, et il y a le Tether justement qui le font déjà. Alors cela dit, ce dernier Tether là, donc c'est Tether. Bon, en tout cas voilà, le Tether il est stable adossé au dollar. Ça s'appelle le USDT. Mais il faut voir qu'il faut regarder un petit peu derrière, en fait, et si on regarde derrière le Tether, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que c'est basé sur une grosse masse de capital, mais il y a beaucoup de capital qui, en fait, n'est pas du tout des espèces, quoi. C'est pas du tout un capital qu'ils ont en propre. Et finalement, le Tether, il a que 3% de ses réserves qui sont en espèces. Est-ce que c'est suffisant pour garantir les 58 milliards de Tether en circulation ? Je sais pas. En tout cas, c'est aux autorités de décider. Bon, voilà. Pour le coup, j'ai des drôles d'images qui me viennent en tête quand tu parles de milliards de tétards comme ça. 58 milliards de tétards, t'imagines, ça fait beaucoup de tétards. Mais je pense qu'il y a encore plus de tétards parce que oui, je perds un petit peu, mais c'est vrai que chaque grenouille lâche quand même pas mal de tétards, donc je pense qu'il doit y avoir beaucoup de tétards tous les printemps là dans les États de France. Mais bon, je sais pas. En tous les cas, le Diem US dollar, lui, peut-être qu'il aura plus de succès vu le poids de Facebook, parce que bon, pour le coup, les 26 boîtes, on les connaît. Bon, c'est vrai que c'est possible que ça ait un vrai succès. Mais c'est vrai que l'idée aussi du panier de monnaie internationale, de monnaie universelle, semble un petit peu morte pour le moment, ou alors en tout cas c'est sur pause pour une durée indéterminée. Le projet initial, il ressemble plus du tout au projet qui est en train de se développer. Quelque part, c'est peut-être pas plus mal. Il vaut mieux quelque chose de réaliste plutôt que quelque chose d'infaisable. Mais effectivement, on est sur un projet quand même très très différent. On a une crypto-monnaie qui vient au secours de l'Inde, Guillaume. Alors, je sais pas si on doit s'en réjouir ou pas. Je sais pas non plus. Si tu pensais que le Dogecoin c'était la seule monnaie issue d'un mème,
Eh ben non, bien sûr, il y en a aussi plein d'autres. Il y a le Shiba Inu Coin, il y a le J'avoue, Dojelo. pendant un temps, je les avais confondus les deux, moi. Mais bon, Ah oui, pardon. bah c'est facile, hein, puisqu'il y a les deux fois, c'est un Shiba Inu, la mascotte. Mais il y a le Akita Inu aussi, il y a le MW Doge, le Awar Shib, enfin moi, voilà, il y a donc à chaque fois, il faut savoir qu'à chaque fois, il y a quand même une blockchain derrière, et des gens qui tradent ces trucs. Alors c'est des trucs qui valent pas bien cher, hein, mais tout de même, quand Vitalik Buterin, qui est quand même fondateur d'Ethereum, reçoit 50 000 milliards de Shib, c'est les Shiba Inu Coins, et attention, c'est pas des Dogecoin, donc il a reçu 50 000 milliards de SHIB. Ben ça attire l'attention parce que 50 000 milliards de SHIB, c'est quand même 1,2 milliard de dollars. Bon, alors Vitalik a aussi des Akita et d'autres trucs directement du fondateur de ces altcoins, comme on va pas les appeler des trash coins pour être gentil. Et Vitalik, il les a tous donné à un fonds de solidarité Covid pour l'Inde. Alors, c'est pas les premiers dons en crypto, hein. Il y a eu pas mal d'Ethers donnés aussi par Vitalik, et entre autres. Et c'est assez ironique, je trouve, parce que la méfiance envers l'Inde, la méfiance de l'Inde envers les transferts en crypto, ça doit être quelque chose, parce que déjà le transfert de fonds étrangers en Inde, je pense que c'est bien scruté, mais les cryptos, ils ont failli les interdire purement et simplement il y a pas si longtemps, quoi. Donc c'est assez incroyable de voir qu'on leur donne des cryptos comme ça. Alors en plus, bon, ce qui se passe en Inde, c'est dramatique, hein, et évidemment, toute l'aide est bienvenue, je suppose, mais je suis un petit peu sceptique quand je vois des dons en Shiba Inu Coins, parce que 50 000 milliards de SHIB, ça représente une fortune de plus d'1 milliard au présent moment, là, tu vois, en tout cas sur le papier. Enfin, papier, façon de parler, hein. Donc, récupérer ces fonds, ça veut dire vendre. Et donc ça veut dire que tu vas effondrer le cours du SHIB. Parce que le cours du SHIB, le SHIB, ça a une capitalisation totale de 9 milliards de dollars. Je vois pas comment tu pourrais liquider plus d'un dixième de la totalité d'une monnaie, ça va faire exploser, quoi. Enfin, imploser, pour le coup, tu vois. Donc je sais pas ce que les Indiens arriveront à récupérer. Alors j'espère le plus possible, hein, évidemment. Mais ça montre bien à quel point la valeur de la plupart des altcoins est totalement virtuelle, quoi. C'est même devenu un jeu. Et d'ailleurs, comme tous les jeux, il est sur Discord. Et ce jeu, il a un nom qui s'appelle le Pump and Dump. Ça c'est génial cette histoire. Raconte-nous effectivement ce qui se passe sur les serveurs Discord. Pas que sur les serveurs Discord, j'imagine. Non, mais sur Telegram aussi, un peu ailleurs, bien Ouais. sûr, oui. Mais oui, le pump and dump, ça veut dire pomper et larguer, hein, tout simplement. Et donc le principe, il est assez simple. On choisit une monnaie qui vaut rien, une monnaie bien nulle, bien naze, et on gonfle sa valeur en achetant en masse. Donc on pompe. Et ensuite, on revend qu'on sait où. On largue. Et après le largage, la monnaie s'effondre, et les derniers rentrés, c'est eux qui essuient les plâtres, tout simplement. Donc si ça vous rappelle un petit peu l'affaire GameStop, c'est normal, il y a de ça, mais ça date pas d'hier en fait. Hein. Déjà, en 2018, souvenez-vous de 2018, une époque où on portait pas de masque et où les cryptos étaient aussi très très hautes, on recensait près de 175 pompages sur 121 monnaies, 121 monnaies différentes pour un volume total de 825 millions de dollars. Je me souviens qu'en 2018, on appelait ça une arnaque. Aujourd'hui, c'est devenu un hobby. Faut dire qu'il y a de quoi faire, hein, puisqu'il y a quand même plus de 7800 crypto-monnaies en circulation. Donc il y a l'immense majorité, elle n'a absolument aucune valeur, hein, puisque 83% de toutes les transactions, de toute façon, se font dans les 5 monnaies dominantes. Et la quasi-totalité de ces monnaies, donc, n'a de vie que par la spéculation occasionnelle et vaguement aléatoire via des opérations qui ressemblent à ce genre de pump and dump. Donc les joueurs, globalement, s'organisent via des réseaux sociaux, donc effectivement Discord, Telegram. Alors il y a aussi probablement Reddit, il y a un petit peu ce que vous voulez. Hein. Et puis à l'image de Wall Street Bets, il choisit son poulain, on parie dessus, dans ce qui revient à être une nouvelle forme de casino, tout simplement. Et il y a des groupes qui font de la pub, qui promettent 170% de gains, 500%, voire 2000% de rentabilité, et c'est complètement possible en fait, puisque le Doge a presque centuplé en 6 mois. Mais bien sûr, tout est question de timing. Il faut savoir se retirer au bon moment, comme à la roulette ou au poker, ou si on veut pas avoir d'enfants. C'est devenu un business sur Discord, avec de la promo, des cadeaux, et comme la FOMO, c'est quand même une tendance, la FOMO c'est quand même une tendance très naturelle des humains, quoi. C'est un business florissant. Mais attention, comme au casino, c'est la banque qui gagne toujours. Ceux qui organisent les pompages, ceux qui sont les initiés, qui savent quoi manipuler, quand, et et qui savent quand est-ce qu'ils vont arriver à se retirer. Souvent c'est les grands gagnants en fait, rien de secret, hein. C'est l'argent qui est gagné par les uns, c'est l'argent qui est injecté par les autres, et qui se retrouve à la fin avec une crypto poubelle du jour au lendemain, quoi. Donc, qu'on sait pas d'ailleurs avec rien du tout, parce que ça s'est vu aussi, sur Telegram il y a un groupe qui a proposé de pomper une crypto qui n'existait pas. Donc ça s'appelle une arnaque qui a quand même rapporté 2 millions de dollars. Alors bon, méfiez-vous de la FOMO, parce que ça peut quand même coûter cher. Ouais, surtout si tu mets un tweet qui montre qu'Elon Musk t'encourage à investir là-dedans, c'est encore plus crédible, j'imagine. Oh, mais il y a alors, je sais pas, il y avait une estimation de combien de millions de dollars avaient été gagnés par les gens qui se faisaient passer pour Elon Musk pour vendre des cryptos, c'était fabuleux.
J'imagine qu'il y a effectivement des torrents de revenus à voir. Peut-être que ça va se calmer, mais j'ai l'impression que les mouvements de foule sont tellement sensibles sur ce genre de sujet qu'il y a encore de beaux jours devant eux, en tout cas pour les arnaqueurs. Pour ceux qui voudraient creuser, je vous invite à aller jeter un coup d'œil alors à l'épisode 214 de Tech Café où on avait parlé de l'affaire GameStop. Si jamais on fait référence à ce sujet et que vous aviez pas suivi à l'époque, vous pourrez aller vous replonger dans ce sujet. Alors c'était pas directement lié aux crypto-monnaies, mais il s'agissait en tout cas d'acheter massivement des actions avec des mécaniques qui sont tout à fait disponibles pour tout un chacun aujourd'hui, facilitées par des nouvelles technologies, mais pour manipuler un petit peu le cours d'une action et faire gonfler les prix. Mais écoutez encore une fois l'épisode 214 où il y a toutes les informations. Et quand on parle de FOMO, recherchez le Fear of Missing Out, vous comprendrez mieux ce qui se trame derrière. Et donc, on peut pas ne pas mentionner la saga des ransomware de cette semaine, quoi, parce qu'il y a même le plus gros pipeline américain a été attaqué donc par un ransomware d'un groupe de hackers qui s'appelle DarkSide. Qui disent qu'ils font pas du terrorisme. C'est pas leur truc, le c'est pas du tout leur truc. Leur truc, c'est l'arnaque, faut pas exagérer, je veux dire. Ils veulent l'argent de l'arnaque. Exactement, ils veulent juste de l'argent, beaucoup, si possible. Et donc, ils ont visé quand même le plus gros pipeline américain. C'est donc un très très gros tuyau qui va de Houston, donc au Texas, jusqu'à Linden, qui est dans le New Jersey. Donc, en gros, ça fait la côte est jusqu'à New York, en gros, voilà. Donc, excuse-moi, je me rends compte qu'on fait limite une private joke en disant c'est pas des terroristes, c'est juste qu'ils se sont exprimés en ce sens-là parce qu'il y a eu de telles implications sur cette attaque que ils se sont défendus d'être justement des terroristes. Voilà, c'est pas que pour la blague que je dis ça. Non, ils se sont excusés. Ouais. c'est vrai en plus. Donc bon, alors effectivement, l'opérateur du pipeline a finalement payé, donc les 5 millions. Quelques heures seulement après l'attaque, donc c'est vraiment très embarrassant, parce que quand même, c'est une infrastructure majeure qui s'est faite bloquer, et en plus, l'opération est complètement réussie. Les hackers ont eu le fric, contrairement à ce que donc disait en plus Colonial à la télé, et évidemment, ça pourra encourager plein d'autres amateurs à faire de même. Et c'est vrai que... cautionne la démarche. Oui. Bah oui, mais bon, c'est vrai que DarkSide s'est publiquement excusé du dérangement auprès de la population. Parce que oui, un pipeline bloqué, c'est plein de stations à essence qui sont très rapidement à sec. Donc à l'avenir, le groupe s'attaquera à des cibles moins sensibles, qui dit. En tout cas, s'il existe toujours, parce que leur site sur le Dark Web a disparu. Donc il y avait une mention saisie par les forces de l'ordre, qui a été brièvement aperçue. En vrai, ça reste un mystère. Il est tout à fait possible que ce soit une mise en scène de DarkSide pour disparaître, et qu'ils ressurgiront peut-être sous un autre nom dans quelques semaines. Bon, c'est quand même le 3e piratage majeur que subissent en particulier les États-Unis en moins de 6 mois. Il y avait quand même l'affaire SolarWind, il y avait l'affaire Microsoft Exchange, et il y avait le Colonial Pipelines. Donc là, et toutes ces 3 affaires ont été nommément mentionnées par Biden quand il a signé un décret pour des changements pratiques en matière de sécurité informatique. Alors bon, le décret est super long, j'ai pas tout lu, mais ça vise autant à créer de nouvelles instances, comme le Cyber Security Safety Review, ou de nouvelles procédures standardisées pour, et puis aussi promouvoir des trucs plus simples, comme par exemple la systématisation de l'authentification en 2 étapes, et peut-être celle de pas cliquer sur les liens dans les mails, je sais pas. En tout cas, bon, les États-Unis ils sont pas les seuls à subir des attaques, bien sûr. Évidemment, encore la semaine dernière, la sécu irlandaise a été attaquée par un autre groupe qui demandait encore une rançon de Bitcoin, comme DarkSide avec le pipeline, parce que c'est une habitude pour les hackers de se faire payer en crypto-monnaie, et ça permet aussi de suivre les fonds, du coup, parce que il faut bien savoir que le Bitcoin, comme toutes les cryptos, le registre est public. Donc tu peux suivre en fait les mouvements de fonds et tu peux très bien savoir où ils vont. Alors c'est ce qu'a fait Elliptic par exemple. Donc Elliptic c'est une boîte qui est spécialisée là-dedans, qui analyse les blockchains. Et donc ils ont suivi en détail la transaction entre Brenta Chemicals, qui est une autre victime de DarkSide, et aussi Colonial Pipelines. Et ils ont identifié un wallet comme étant celui de DarkSide qui a été créé en mars dernier. Et d'ailleurs, il pourrait y avoir eu jusqu'à 21 victimes, puisqu'au 10 mai, le wallet a vu passer l'équivalent de 17 millions de dollars quand même. Et Elliptic, il peut voir aussi où vont ses fonds. Donc en fait, il peut voir le début du processus de blanchiment. Donc parce qu'évidemment, une fois que vous avez réussi à avoir l'argent sur votre wallet, c'est pas vous pouvez pas aller à la caisse d'épargne et retirer le fric quoi. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'ils vont blanchir le truc. Donc en fait, il y en a une partie qui est envoyée vers plein de petites bourses où ils seront échangés encore et encore et encore. Et il y en a une autre qui va sur Hydra. Donc Hydra, c'est un marché du dark web où ils sont convertis en chèques cadeaux, ni plus ni moins. Donc en gros, Hydra, c'est un petit peu Amazon, et donc c'est un petit peu comme des chèques cadeaux Amazon, sauf que là c'est pour de la drogue, des armes, des papiers d'identité ou plein d'autres trucs sympas.
Mais donc voilà, donc il y a quand même des infos qui concernent les flots comme ça, les flux, donc entre les diverses bourses d'échange. Et ça, c'est fondamental pour l'enquête, parce que du coup, on va demander des comptes à ces bourses. Si on sait où sont partis les fonds de DarkSide, ben on va aller voir, on va les demander. Évidemment, quand ça rentre dans une bourse, ça devient opaque. Et donc, on va aller demander à la bourse, bon ben, qu'est-ce qui s'est passé avec ce truc-là, hein, c'est qui, ça appartient à qui, c'est parti où, etc. Donc, d'une manière générale, d'ailleurs, toute cette folle activité avec les rançongiciels attire énormément l'attention. D'ailleurs, il y a un forum russe qui s'appelle XSS, où en gros, il y avait se côtoyaient un petit peu les gros noms du genre, comme ça, du ransomware, de la cybercriminalité, qui a décidé d'interdire les ransomware sur sa plateforme. Voilà, c'est un petit peu comme si Instagram bannissait les tutos maquillage, quoi. Hein. C'est un petit peu bizarre, mais bon. Excellente analogie, effectivement. Et bon, plus sérieusement, les bourses crypto ont des comptes à rendre, hein, évidemment, donc, et même les plus grosses, parce qu'il y a, par exemple, il y a Binance, qui est visé par plusieurs enquêtes par les services gouvernementaux américains. Donc il y a comme Elliptic, il y a d'autres boîtes qui font ça. Il y a Chain Analysis, par exemple, qui a retracé le parcours de plus de 2,8 milliards de dollars en crypto. Des cryptos bien mal acquises, dont 756 millions sont passés par Binance. Et donc pour que ces cryptos mal acquises ne profitent jamais, comme il se doit, Binance va devoir jouer la transparence. Et c'est pas la première fois d'ailleurs que Binance est sur le grill, puisqu'il y a une enquête des services fiscaux qui vise certains employés aussi. Il y a aussi 2 autres affaires qui sont déjà en cours pour du fentanyl et je ne sais quoi. Donc Binance, on en parle, c'est la plus grosse bourse crypto, mais bien sûr c'est pas la seule à être inquiétée. BitMEX aussi s'est fait taper sur les doigts, et nul doute que c'est le début en fait. C'est même peut-être que l'affaire du pipeline, c'est peut-être un peu la goutte d'eau d'ailleurs. Enfin, en tout cas, c'est pas une très bonne presse pour le Bitcoin et les cryptos. Pour en revenir à ces paiements de ransomware et les actions qui sont entreprises derrière, pour compléter, il y a le groupe d'assurance AXA qui suspend son option de remboursement de rançon lors d'une attaque par ransomware. Donc voilà, ça c'est un truc qu'ils mettent en place qui est probablement pas plus mal parce que il y a toujours cette protection qui vise à du coup payer les ransomware qui cautionnent l'activité et qui donc facilite probablement la création d'autres attaques de ce type-là. Donc eux ils ont annoncé il y a quelques jours que c'est leur contrat d'assurance qui s'appelle Cybersecure qui est destiné aux entreprises qui suspendent donc l'option de remboursement d'une rançon pour les ransomware et patatras. Désolé, je le réutilise. Patatras, il y a quelques heures, on apprend que Avadon, qui est un groupe de ransomware, a attaqué une filiale d'AXA en Asie. Donc la filiale d'AXA en Asie est victime de ransomware. Est-ce qu'il y a un lien à y voir ? Je ne sais pas. En tout cas, l'histoire se répète. On va passer à une autre rubrique où on va parler encore une fois de choses qui marchent peut-être pas si bien que prévu. À commencer par le Wi-Fi, ce bon vieux protocole Wi-Fi qui depuis très longtemps intègre quelque part un peu des failles, Guillaume. Il va falloir que tu nous rassures parce que là je suis très inquiet pour mon routeur. Tu peux. Non, je rigole. En fait, il y a un chercheur belge a quand même trouvé pas moins d'une douzaine de failles dans Wi-Fi. Wi-Fi en général. Donc il y en a 3 qui sont des faiblesses du standard lui-même, carrément, et le reste c'est des soucis d'implémentation, comme assez souvent. Alors, les failles reposent sur le fait qu'en Wi-Fi, on peut diviser ou agréger des paquets dans les trames, qu'on veut, en général, on veut des trames la plus longue possible, parce que c'est pas très efficace d'avoir des petites trames, puisque chacune a une en-tête et tout, donc ça fait un overhead, et donc du coup, on essaie d'avoir des grosses trames. Et une trame agrégée, ça contient donc plusieurs paquets de données, et ces paquets de données, ils peuvent même venir de réseaux différents. Et en fait, on peut faire passer une trame pour une trame agrégée facilement, parce que le flag qui dit que c'est une trame agrégée, en fait, il n'est pas protégé. Et donc, on peut injecter des paquets vers une victime si on est à portée. Alors, de notre côté, on peut aussi fragmenter les trames. Et alors, parce que pour éviter les erreurs, quand le réseau est de mauvaise qualité, on peut devoir demander des trames plus petites, parce que s'il y a une erreur dans une trame, il y a plus de probabilité qu'il y ait une erreur dans une grosse trame. Du coup, il faut la renvoyer complètement. Alors que si c'est des petites, évidemment, il y a moins de choses à renvoyer. Mais donc c'est pour éviter les erreurs. Or, les routeurs, ils ont des caches pour les fragments qui ne nettoient pas entre 2 connexions. Donc on peut forcer... mémoire tampon, en quelque sorte. Oui, c'est ça, c'est une mémoire tampon, exactement. Et donc on peut forcer un fragment vers une victime via le cache. Bon, c'est pas évident à faire, mais c'est possible. Et puis il y a aussi une faille web qui date de 97, puisque le web, c'est pas d'hier. Donc il y a aussi pas mal de problèmes d'implémentation qui rendent ces attaques un peu plus simples à mener, mais quand même, ce sont pas des failles ultra simples et super exploitables. Cela dit, il y a quand même une grosse vague de mise à jour qui est à prévoir dans les routeurs, et quand même, il vaut mieux les faire. Ça, c'est clair. Bon, pour conclure quand même ces petits problèmes, on peut aussi mentionner en passant que les AirTags ont été jailbreakés. Alors je sais qu'il y a des fans des AirTags ici,
Je sais. Moi, j'aime bien les AirTags, Guillaume. Mais n'oublions pas une chose, ces machins sont des mouchards. Hein. Bien sûr. Alors je sais qu'il y a un mode anti-stalking qui consiste à signaler quand un AirTag étranger reste à votre portée pendant un temps qui est anormalement long, mais déjà, c'est quoi anormalement long? C'est pas complètement clair. Parce que une journée, parce que moins si d'une journée. C'est quelques heures et quand tu reviens à ton domicile, il t'alerte. Ouais, alors voilà, parce que si c'est 2 heures déjà, je pense que ça constaté. peut largement suffire pour pister quelqu'un comme il faut. Et puis surtout, c'est sûr. quid des possesseurs d'Android ou des possesseurs d'iPhone qui sont pas avec ça, un iOS à jour. Il passe clairement entre les mailles du filet. Et d'ailleurs, il y a plusieurs associations de défense des personnes qui sont violentées au sein de familles qui se sont exprimées justement sur le fait que effectivement les AirTags ont quand même une grosse faille par rapport à cet abus d'utilisation pour des appareils qui sont pas iOS. Ça, c'est clair. Exactement. Et là encore, le tag, comme tu disais, se met à gueuler au bout d'un moment. Il se met à gueuler au bout lui-même à partir de 3 jours, il me semble. Mais tu me dis que c'est peut-être une journée. Bon, ça, je sais pas. Non, en fait, il gueule au bout de 3 jours et il t'alerte si t'es sur iOS. Si j'ai bien compris, hein, et encore tout ça méritera des semaines et des semaines de test. Mais alors, en gros, si tu n'as pas d'appareil iOS, c'est au bout de 3 jours, il commence à gueuler. Donc, en gros, si tu pars en vacances et que tu laisses ton ado avec un AirTag dans son sac, il a pas d'appareil iOS et qui va à l'école, potentiellement au bout de quelques jours, si tu reviens pas de ces jours suffisamment tôt, potentiellement en pleine classe, il y a son AirTag qui va gueuler. Donc, bon, ça, c'est une interprétation. Et l'autre, c'est si jamais tu as un appareil iOS, au bout de quelques heures, il doit te faire une alerte et qui est particulièrement présente quand tu reviens à ton domicile. Ouais, bon, donc ça veut bien dire qu'à partir de 3 jours, il gueule. Mais 3 jours, d'une part, c'est très long, donc ça peut être c'est très long, 3 jours. très facile. Ça laisse le temps de faire des bêtises. Ça laisse largement le temps de savoir où quelqu'un habite. Mais surtout, ça peut surtout parfaitement être désactivé si le AirTag est jailbreaké. Donc même ce petit rempart de protection, il saute. Donc, mais c'est pas facile de jailbreaker un iPad, un AirTag, Guillaume. Eh ben, c'est peut-être pas facile, mais c'est tout à fait possible, hein, puisqu'il y a des chercheurs qui y sont arrivés. Donc, encore une fois, Apple se comporte comme si tout le monde avait de l'Apple, ou devait en avoir, et moi, ça m'énerve énormément, tout ça. Donc, tu le sais très bien, hein, mais... Donc, le jailbreaking des AirTags, évidemment, ça pose encore des problèmes. Il va falloir qu'Apple réagisse rapidement, parce que là, à mon avis, c'est pas possible. En fait, ce qui est gênant dans cette histoire, c'est pas tant d'avoir des mouchards qui permettent d'espionner les gens parce que ça, c'est cool. Énormément pratique. Ça c'est cool, ça c'est vrai que c'est chouette. Non, en fait en soi c'est quelque chose qui est hyper répandu et qui est très facilement accessible. Et c'est ça qui est déroutant d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui déjà c'est extrêmement facile de traquer quelqu'un avec un smartphone et de pouvoir l'espionner. C'est hyper accessible. J'ai été très surpris d'apprendre à quel point c'était accessible. Mais effectivement il y a cette espèce de volonté de protéger, mais qui en fait est probablement pas suffisante. En même temps, quelle solution serait satisfaisante aujourd'hui, ça reste encore à définir, il y a encore beaucoup de boulot. Mais c'est vrai que ça soulève quand même énormément de questions. On va avoir aussi des questions auxquelles on va tenter de répondre. C'est celle que nous pose un véhicule qui fonctionne avec la technologie Waymo, donc filiale d'Alphabet, hein, de Google. Donc la voiture autonome qui fait un road trip, Guillaume, et puis on le voit dans une vidéo. Elle panique un petit peu, quoi. Elle est un petit peu comme un lapin qui est pris dans les phares d'une voiture en pleine nuit. Elle sait pas trop ce qu'elle doit faire. Mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette voiture, Guillaume? En fait, elle est un petit peu confuse, cette voiture, effectivement. Mais c'est vrai que, dans une certaine mesure, les Waymo, elles sont super fortes à Phoenix. Tu sais, c'est des voitures qui ont été entraînées donc dans un environnement vraiment très particulier, dans la banlieue de Phoenix. Et c'est un environnement relativement simple. Tu vois, il y fait beau, il n'y a pas énormément de circulation, ni de gens. Et finalement, c'est peut-être un très mauvais choix, finalement, pour un service de taxi, la banlieue de Phoenix. C'est parce que les Waymo étaient confinés là-bas. Et c'est un endroit où déjà tout le monde a une voiture, il y a très peu de demandes, donc c'est très difficile d'y être rentable. Et là, le souci, c'est que, effectivement, du coup, c'est pas rentable, quoi. Et c'est difficile. Alors, bon, il est possible, effectivement, que la meilleure manière, si tu veux, pour Waymo de rentabiliser son truc, ce soit d'aller dans un endroit où il y a besoin de taxis. Et un endroit où il y a besoin de taxis, c'est plutôt les grandes villes, les trucs où ça grouille beaucoup, où il y a énormément d'activités, quoi, comme c'est San Francisco et en même temps, ou New York, oui. En même temps, paradoxalement, des endroits qui sont très denses et où il y a beaucoup d'activités, c'est peut-être là où c'est encore plus compliqué de faire fonctionner correctement des véhicules autonomes. Eh ben justement, oui, mais le truc c'est que c'était quand même le choix de Cruise par exemple. Donc Cruise, il a directement choisi San Francisco pour cette raison, parce qu'il s'est dit au moins, alors c'est plus difficile d'emblée, mais au moins si j'arrive à maîtriser l'environnement San Francisco, j'aurai un service viable et potentiellement donc rentable. Waymo a pas fait ce choix-là et du coup, ce qui se passe,
passe, c'est qu'il surmaîtrise, il est suradapté à un environnement dans lequel il est de toute façon pas rentable. Et le savoir qu'il a, il va aider évidemment, mais il n'est pas directement transposable à un endroit aussi occupé, aussi, tu vois, avec autant de voitures, de piétons, de tout ce que tu veux, que New York ou San Francisco. Et donc, c'est un petit joueur. Il va falloir effectivement reprendre un petit peu les bases, mais justement, Cruise et Waymo ont demandé des permis pour des taxis autonomes en Californie. Et donc, avec chauffeur dans le cas de Waymo, qui est toujours très prudent, et il a raison, parce qu'effectivement, il y a une vidéo YouTube dont tu parlais, donc de JJ Ricks, qui montre une Waymo qui est complètement bloquée par un cône de chantier, et qui tente de fuir l'équipe d'intervention technique 2 fois avant d'être maîtrisée, quand même. Hein. Donc, le mec est mort de rire dans la vidéo. Enfin, c'est mort de rire, oui, la voiture Waymo se barre. Bon, elle se barre parce que, en fait, elle est débloquée, elle s'en va, elle reste bloquée, elle sait pas trop. Donc, il y a toujours des cas limites, si tu veux, où les Waymo sont un petit peu confuses. Et donc, ça montre quand même qu'il y a encore beaucoup de boulot, parce que, oui, quand elles vont se confronter à San Francisco, ça va être un petit peu compliqué au début. Mais bon, voilà, Waymo se décide à quitter le banlieue de Phoenix, et à se frotter donc aux grandes villes, et c'est franchement pas plus mal, parce que de toute façon, clairement, il plafonne complètement à Phoenix, et ça sert plus à rien, quoi. Voilà. Donc la prochaine étape, c'est Marseille, et après, c'est Naples. Si elle arrive à conduire à Naples, je pense qu'on peut dire qu'on est très très proche du test de Turing, quoi. Il faut lui faire passer le test de Turing, parce que ça va être beau. Il faudrait commencer par Naples pour avoir la pire des situations. Oh, je pense qu'il y a certaines mégalopoles aussi en Asie qui doivent être particulièrement difficiles à appréhender pour un véhicule autonome. Ah oui, j'en doute pas. J'imagine que Waymo est tombé tout simplement, le véhicule est tombé tout simplement amoureux de VLC et a cherché probablement à télécharger le lecteur de vidéo qu'on aime tous. Et c'est comme ça, il a confondu l'icône de VLC avec le cône de chantier. Je vois pas d'autre explication. Un autre élément que tu voulais nous souligner, Guillaume, dans cette rubrique, c'est le fonctionnement de Starlink. Alors, pas comment ça fonctionne, quoique, on va peut-être pouvoir en regarder un petit peu ensemble, mais cette connexion Internet proposée par la firme d'Elon Musk, qui se base sur cette galaxie de satellites qui tournent autour de la Terre et qui nous permettent de nous connecter à Internet partout, quoi, sans câble. Enfin, en gros, c'est la promesse. Bon, ça a l'air de plutôt bien marcher, en tout cas sur le papier, mais qu'est-ce qu'il en est en vrai? Est-ce qu'on a des premiers tests, Guillaume? Starlink a reçu un test normal, c'est-à-dire comme un vrai produit grand public, enfin grand public à $500 plus $100 par mois, quand même. Mais bon, c'est vrai que quand t'es dans la campagne, surtout quand t'es américain et que t'as un des pires rapports qualité-prix pour les connexions Internet, finalement ça te choque pas plus que ça. Donc c'est limite compétitif, quoi. Quasiment. Donc la situation, c'est une situation qui est difficile et qui concerne quand même une grosse part du territoire américain. Et ça explique très bien la grosse attente aussi que représente Starlink avec sa promesse de 100 mégabits par seconde en download. Et le système, pour incroyablement compliqué qu'il soit, globalement, il est super simple à configurer et à mettre en œuvre, et il marche. Alors il marche quand il n'y a pas d'arbre. Parce que la parabole tourne automatiquement comme besoin, sinon il y a un faisceau directionnel qui se débrouille par interférométrie avec son réseau hexagonal de sous-antennes qui est extrêmement compliqué, donc c'est vraiment une belle réussite d'ingénierie, c'est quand même remarquable, il faut le souligner. Mais bon, le problème, c'est les arbres, ou les cheminées, ou n'importe quoi qui peut se mettre entre toi et un des satellites, en fait. Parce que Starlink, il requiert un cône totalement libre d'environ 100 degrés. Et le machin bouge, et s'il y a des obstacles à un moment, ça va perturber la connexion. Donc c'est pas si facile d'avoir un gros cône libre pour toutes les heures de la journée, en fait, à moins de le mettre vraiment en hauteur, quoi. Donc si tu peux avoir ça, ça marche à peu près compromis, entre 30 et 90 mégabits par seconde, avec une constance pas toujours au top. Il y a des déconnexions ou des baisses de débit qui sont encore fréquentes, et puis la latence est aussi très très variable. Donc pour le moment, Starlink, en fait, n'est pas souvent au-dessus de la concurrence, même assez naze des US, à moins d'être dans des cas très particuliers, quoi. Donc, oui. C'est compliqué d'arriver à identifier ce vers quoi se dirige cette proposition, ce service. J'ai quand même encore un petit peu de mal à voir comment est-ce que ça pourrait, même à terme en fait, concurrencer de manière viable les connexions traditionnelles à Internet. La promesse, c'est d'apporter Internet là où en gros c'est compliqué de l'apporter. Mais est-ce que ça reste pas quand même quelque chose de niche, particulièrement de niche? Pas forcément, mais disons, on n'en sait rien en fait. C'est-à-dire que pour l'instant, tu sens que plus de satellites, ça pourrait réduire le problème. Parce qu'il y aura plus de choix et ce sera plus... en fait, la parabole pourrait voir plus de satellites simultanément et ça pourrait être plus sympa. Bon, c'est probablement ce qui va finir par arriver, mais c'est pas sans poser d'autres problèmes. Donc Starlink, c'est quand même un tour de force technologique qui, à l'usage, pour le moment, a du potentiel, mais qui n'est pas encore la révolution qu'on aurait pu attendre. Donc peut-être que ça va changer au fur et à mesure, et peut-être que, on verra, mais bon, d'ici 10 ans, on pourra peut-être faire le bilan
et surtout voir si ça valait le coup, voilà, d'envoyer tous ces milliers de satellites en orbite. Ouais, il y a du travail conjoint entre Google Cloud et Starlink, d'ailleurs, ils sont en train de se marier sur ce sujet, à voir ce que ça donnera. On va terminer cette nouvelle rubrique de retour à la réalité avec la crise des composants, et oui, qui frappe toujours à notre porte dans notre monde de la tech. Et là, il semble que les voix s'accordent pour dire que, bon, il va bien falloir que quelqu'un paye pour ce problème, Guillaume. Et oui, et ça va être toi. Non, mais c'est vrai que la crise des puces, elle est pas prête à se résorber, puisque Taïwan est passé en alerte Covid de niveau 3 sur 4, je sais pas si t'as vu, donc le niveau 4, c'est le confinement strict. Et du coup, UMC et TSMC ont dû, comme les autres, mettre en place des mesures de précaution, de distanciation, qui vont sûrement pas faciliter la tâche. Donc pour le moment, c'est le département administratif qui est le plus affecté, la production, ça tient encore. Mais bon, c'est une crise qui sur une crise, puisqu'il y a eu la sécheresse, il y a eu une grosse panne de courant récemment, évidemment il y a la saturation de la production avec l'explosion de la demande. Bon, évidemment, donc c'est pas la meilleure période pour TSMC, dont l'action perd 2,3%, ça trahit pas une confiance totale. Mais bon, voilà, faut s'organiser, parce que voilà, cette concentration, c'est pas bien. Donc aux États-Unis, les GAFAM, mais aussi Intel, Cisco, HP, General Electric, HP, en gros, tous les plus gros acheteurs et concepteurs de puces du pays ont formé un gros lobby qui s'appelle le Semiconductor in America Coalition. Et ce lobby, il veut des sous, voilà, et il veut un Chips for America Act avec 50 milliards de subventions pour des puces Yankee, voilà, des circuits terroirs. Ils veulent aussi s'assurer qu'il n'y ait pas de favoritisme parce que, en fait, le secteur automobile avait déjà pressé Biden de l'aider en redirigeant de force une partie des puces vers le secteur. Alors qu'Apple, le pauvre, attention, il pourrait quand même perdre entre 3 ou 4 milliards de ventes cette année. Il faut pas l'oublier, lui aussi. Bon, c'est quand même 4% de son chiffre d'affaires. Mais bon, voilà, apparemment, l'intervention publique et l'argent aussi qui va avec, c'est de mieux en mieux accepté ces derniers temps, même aux États-Unis. L'argent public, il est même accueilli à bras ouverts en Corée aussi, où Samsung veut encore augmenter ses investissements à 151 milliards de dollars jusqu'en 2030. Donc il avait voulu, au début il voulait investir 133 000 milliards de won. Bon, maintenant il veut 177 000 milliards de won. Donc voilà, ça n'arrête pas de monter, et en fait il sera aidé par un crédit d'impôt de 50%. Il bénéficiera aussi d'ailleurs à SK Hynix. Donc mentionnons aussi qu'au passage, Intel d'ailleurs demande 8 milliards d'euros à l'Europe en subvention pour construire une usine sur notre vieux continent, vraisemblablement en Allemagne, mais c'est pas très sûr. Pour Intel, pour Pat Gelsinger, donc c'est quand même à ce prix qu'on pourrait passer à 20% de production mondiale. C'est ce que veut notre propre ministre, Thierry Breton, passer l'Europe à 20% ou plus de la production mondiale de semi-conducteurs. Et donc le contribuable va être mis à contribution le contribuable va contribuer dans cette grosse guerre des puces qui se prépare. On va devoir payer pour peser dans le game du semi-conducteur. Donc c'est marrant, on mesure à quel point c'est devenu un enjeu stratégique en fait. On dirait des budgets, des décisions de défense pour l'armée ou le spatial. D'ailleurs, Taïwan a acquis avec TSMC et UMC une importance stratégique qui est quand même vraiment énorme. C'est 63% de la production mondiale. Ce qui fait dire à certains que les semi-conducteurs, c'est le nouveau pétrole. Et ce nouveau pétrole, il est très proche de la Chine. Taïwan pourrait devenir une zone de plus en plus tendue. D'ailleurs, rappelons qu'il dépend des États-Unis pour sa défense, et que le 12 avril dernier, il y a quand même 25 jets militaires chinois qui sont passés par son espace aérien sans autorisation, ce qui n'a pas du tout plu à Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui a dit à la Chine faites pas de grosses bêtises en brisant le statu quo à Taïwan, c'est pas bien. Bon, après, c'est loin d'être la première fois que la Chine survole Taïwan, donc je crois pas trop à une invasion, mais bon, c'est vrai que la situation est malsaine, quoi. Un rééquilibrage des forces serait le bienvenu. Et donc il faut payer, parce que c'est pour les puces, allez, il faut payer. J'ai vu l'autre jour une analyse qui était captivante sur Taïwan, sur laquelle moi j'ai comblé une méconnaissance de la situation qu'il y avait là-bas. C'est vrai que quand même, quand on se penche sur le sujet géopolitique qu'il y a là-bas, on voit pas comment ça peut avoir une issue positive, cette histoire, et on ne s'oriente que vers une catastrophe. Super. Donc, c'est pas hyper réjouissant. Après, évidemment, il y a le statu quo qui fait que pour l'instant les choses tiennent, mais le statu quo en lui-même pose aussi d'autres soucis. Donc c'est pas réjouissant non, toute cette histoire. C'est pas forcément l'intérêt de la Chine d'annexer Taïwan et de récupérer TSMC non plus. C'est peut-être pas forcément à ce point.
Mais pour autant, la situation fout grave les boules à la Chine. Et donc, on ne sait pas ce qui va se passer, mais effectivement, il est peu probable qu'il y ait quand même une catastrophe de ce type-là qui arrive prochainement. En tout cas, cette crise des composants, elle est captivante, je trouve, parce que c'est vraiment l'archétype des sujets tech dont on pourrait se contrefoutre quand on n'est pas forcément intéressé par la tech. Et ça nous rattrape, quoi, quand on sait que demain, probablement, dans nos impôts, il y aura une contribution sur ce sujet-là. Voilà, on se sent beaucoup plus concerné. Qu'est-ce que tu veux? Quand le portefeuille des personnes est mis à contribution, tout de suite, on se sent concerné. Guillaume, on va passer à la rubrique du futur, à commencer, et vous aimez ces petites news, autour des nouvelles de l'espace avec Zhurong qui atterrit sur Mars. Ouais, Zhurong, en tout cas, il a atterri sur Mars. Oh, je l'ai très mal prononcé, j'en suis conscient. En tout cas, le 15 mai, donc, ce rover chinois a atterri. Ça fait de la Chine le 3e pays à avoir réussi à poser un appareil fonctionnel à la surface de Mars. Bon, il commence à y avoir du monde là-bas quand même, parce qu'il y a la sonde Emirate Hope, dont on avait parlé, il y a le rover Perseverance, puis il y a le rover Curiosity aussi. Sans compter toutes les anciennes missions, comme les Vikings. Donc voilà, Zhurong, il a des petits amis. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, les Vikings, d'ailleurs? Je suis en train de me demander. Ils sont toujours là-bas, hein. Mais ils sont plus actifs. Ils sont plus actifs, je pense qu'ils sont. Bien sûr, ça, j'imagine qu'ils fonctionnent plus, mais par contre, j'aimerais bien ils sont là. si on a pu les retrouver. Oh, je pense pas qu'on puisse les retrouver. Mais dans Seul sur Mars, il y a un truc avec ça, mais bon, on s'en fout. Donc Zhurong a des petits amis en tout cas. Je sais pas comment ils vont s'entendre, mais voilà. Heureusement, de toute façon, ils ont encore de la place pour être peinards chacun dans son coin s'ils veulent. Il a atterri dans l'hémisphère nord sur Utopia Planitia, où il pourrait chercher du permafrost, un petit peu sous la surface. Le permafrost, c'est un petit peu le congélo naturel, hein, donc voilà, qui sait ce qu'on pourrait trouver dans ce congélo-là, ça pourrait être marrant, les astronomes sont tout excités. Des vaccins contre le Covid. Mais oui, c'est excitant quand même, pour les exobiologistes ou les astronomes, tout simplement. Mais c'est pas les seuls à être excités, en fait, hein, puisque tous les fans de Tom Cruise aussi sont super excités. Pourquoi ? Ils sont super excités à l'idée que Tom va tourner la première scène de film dans l'espace en octobre prochain, et ça sera dans l'ISS. Ah bon ? Et oui. Vraiment le premier, Guillaume ? Eh ben oui, alors probablement. Alors là, Tom Cruise, c'est vrai qu'il a 58 ans, il est chaud comme la braise, et parce que ça va pas l'empêcher, ses 58 piges. Il a 58 ans ? Eh oui, il a 58 ans. Je le vois éternellement jeune. Mais oui, mais parce qu'il est éternellement beau, bien entendu, mais il a quand même 58 piges, ce qui va pas l'empêcher d'aller dans l'ISS avec son pote, avec le réalisateur Doug Liman, avec lequel il a déjà fait Edge of Tomorrow, d'ailleurs, entre autres, dans une capsule SpaceX. Alors ça sera une première historique, ça sera un énorme coup de com', ce sera probablement très superflu, hein, d'ailleurs, étant donné que Gravity, par exemple, a eu aucun besoin d'aller dans l'espace pour être visuellement crédible. Bon, je suis sûr que pour 100 millions de dollars, c'est quand même le prix des 2 places dans la capsule, on aurait pu faire des effets spéciaux pas mal, franchement. Mais bon, cette idée de tourner dans l'ISS tourne à la rivalité classique Est-Ouest, c'est ça qui est marrant, puisque les Russes veulent aussi tourner un film dans l'ISS qui s'appellera Challenge. Donc ce sera un film dirigé par Klim Chepenko avec Yula Peresild qui sont en train de se faire centrifuger la gueule par Roscosmos, comme n'importe quel astronaute moyen, hein, ce qui est tout à fait normal. Et ce sera en octobre prochain aussi normalement qu'une capsule Soyuz arrivera sur l'ISS avec le crew, donc avec ce crew-là pour tourner. Alors ce qui sera le premier film dans l'espace, on ne sait pas lequel des deux sera le premier, puisque j'ai pas trop les dates de Challenge. En tous les cas, ce qui sera clair et ce qui sera certain pour les Russes, ce sera le premier film dans l'espace avec un premier rôle féminin, puisque Yulia Peresild, c'est une femme, hein, je précise quand même. Donc bien joué, de toute façon, ce sera une première comme ça c'est cool. Bon, au-delà de ça, en réalité, il faut savoir que voilà, Soyuz, c'était jusqu'à il y a peu les seuls à pouvoir amener des gens sur l'ISS. Et donc, il y avait un revenu régulier de la NASA. Mais ce temps-là, il est révolu hein, depuis SpaceX et ses capsules. Donc, il faut trouver d'autres sources de revenus. Et les vols privés, cinéma ou pas, c'est un bon débouché. D'ailleurs, l'ISS a peut-être trouvé sa seconde carrière entre les tournages de films. Elle pourra accueillir des touristes fortunés, hein, puisque on sait qu'il y a Blue Origin déjà, puis il y a Virgin Galactic qui sont un peu sur le créneau. Et puis bon, un jour, il y aura peut-être le projet de Boeing aussi. Et la NASA, elle vient de signer un contrat avec Axiom, qui est donc ce sera pour un vol vers l'ISS pour 4 civils. Voilà, donc littéralement des touristes de l'espace. Pour le début de l'année prochaine, ce sera la première fois que 4 civils, donc qu'un équipage exclusivement civil ira sur l'ISS. Je pense qu'on peut dire que c'est un tournant de la conquête spatiale. Hein. Oui, et si jamais c'est des personnes qui ont le budget pour y aller, si jamais vous êtes intéressés, commencez déjà peut-être par venir nous soutenir sur Patreon. Je pense que voilà, il y a aussi la possibilité de contribuer comme ça à l'actualité tech sans vous investir humainement. Guillaume, tu vas nous rappeler à la révolte tous les complotistes notoires qui pensent qu'il y a la 5G dans le vaccin, peut-être même dans les masques, mais tu vas nous amener à penser que demain on pourra se faire injecter des puces. Tu me fais très 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 peur sur ce coup-là. Oui, alors des chercheurs de
c'est intéressant. Donc, des chercheurs de l'Université de Columbia ont mis au point un système sur puce autonome qui mesure environ 1/10 de millimètre. Donc, en substance, il est quasi invisible à l'œil nu. Il peut facilement être injecté dans le corps avec une seringue standard, ce qui va faciliter l'injection de sondes qui pourraient renseigner sur les problèmes in situ dans l'organisme. Donc, si tu pourrais monitorer des problèmes directement dans le corps, le système peut aussi communiquer avec l'extérieur. Donc, c'est une étude qui est publiée dans Science Advances, qui est visée principalement à voir, en fait, à quel point on pouvait miniaturiser un système électronique complet et autonome. La réponse, en fait, c'est la taille d'une poussière, tout simplement. Donc c'est impressionnant, mais évidemment ça fait écho à certaines théories fantaisistes qui voudraient que des gens implantent des puces dans la population via les vaccins pour les contrôler ou un truc du genre. Bon. C'est donc pas vrai. Alors, mais même d'ailleurs que ça passerait par la 5G, c'est ça ? Ah, ils avaient raison. Eh ben, du coup, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, loin de détailler aucun élément de ces thèses, cette news est l'occasion de rappeler un truc tout simple. Une puce trop petite ne peut pas capter la 5G, ni la 4G d'ailleurs, elle peut physiquement pas. Parce qu'en l'occurrence, pour alimenter le mini-système de l'Université de Columbia, là on utilise des ultrasons. La machine a un système piézoélectrique pour récupérer l'énergie, pour communiquer aussi. À cette taille, la puce n'a pas de batterie, et donc elle communique par ultrasons, elle reçoit cette énergie par ultrasons. Et pourquoi pas par des ondes radio ? Ben c'est tout simple. Parce que, en fait, en règle générale, une antenne ne peut capter que des ondes dont la longueur est plus petite qu'elle. Or, les ondes typiques Wi-Fi, Bluetooth, 4G, 5G, c'est une longueur d'onde qui varie à peu près entre le centimètre et le millimètre, en ordre de grandeur. Donc si on prend la 5G... C'est grand, d'ailleurs, quand on y pense. On se dit que des ondes, c'est tout petit, comme ça, dans l'inconscient collectif. C'est la longueur d'onde. C'est grand, en fait. Bah oui, mais justement, ça a des implications. Si on prend la 5G, même la plus puissante, celle qui a la fameuse 5G millimétrique, si on l'appelle millimétrique, c'est parce que sa longueur d'onde est de l'ordre du millimètre. Mais 1 millimètre, c'est 10 fois plus grand que la puce dont on parle, qui fait à peu près 0,1 millimètre. Donc une antenne sur cette puce serait encore plus petite. Donc une antenne qui fait moins d'un dixième de millimètre, elle ne voit tout simplement pas passer une onde 5G. Parce que l'onde 5G, elle est trop grande, elle passe autour. Donc si on part du principe qu'une puce complotiste est suffisamment petite pour être injectée, donc elle est invisible à l'œil nu, parce que sinon peut-être on l'a remarqué, et bien alors elle est tout simplement physiquement trop petite pour capter la 5G, ou toute autre forme de radio dont les ondes sont plus grandes en fait. C'est-à-dire à peu près toutes les ondes radio qu'on connaît, qu'on utilise. Et pour ceux qui se disent, ouais, d'accord, t'as compris, ok, ça passe pas par la 5G, d'accord, mais ils ont qu'à utiliser des faisceaux avec des longueurs d'onde plus petites. Donc, plus petites que la taille du bousin, qui est donc de 0,1 mm. Donc Mais non, parce qu'en fait, quand tu passes à des longueurs d'onde qui sont plus petites que 0,1 mm, tu passes dans l'infrarouge. Et dans l'infrarouge, les rayons infrarouges, ils sont arrêtés par la peau, ils sont absorbés par les organes, et toi-même, tu rayonnes énormément dans l'infrarouge. Donc bon courage pour sortir un signal clair pour renseigner les Men in Black, Je veux dire, si tu veux passer dans l'infrarouge. Mais bon. Moi, tu sais, comme je suis généreux, j'aime aussi donner du crédit aux complotistes. Et Guillaume, si jamais une poussière n'y parvient pas, c'est parce qu'en fait, tout ça, ça peut fonctionner avec des poils. Tu vois, on nous injecte des longs fils. Mais non, mais si tu mets un long fil, peut-être que l'antenne serait suffisamment longue pour capter les ondes, voyons. Bon, non, je suis pas sûr d'être très crédible là-dessus. Il faudrait un fil de plusieurs centimes, d'un centimètre au minimum. Donc il faudrait des poils, mais assez longs pour un truc tout petit. Oui. Bon, ok, non, mais c'est pas possible. Non, on va arrêter tout de suite ce truc. Soyons réalistes. Parle-nous plutôt des écrans de Samsung qui nous a fait une démonstration packagée de plusieurs technologies d'écran pliables, enroulables. On peut en faire plein de choses. C'est formidable, ces écrans. Samsung a dévoilé plusieurs prototypes d'écrans OLED qui sont alléchants à juger plutôt. Il y a un téléphone à double pliure, donc c'est un smartphone qui se déplie sur 7,2 pouces. Il y a un autre proto d'écran enroulable qui permet d'augmenter sa taille en déployant une partie enroulée, donc sans aucune pliure. C'est un concept qu'on a déjà vu ailleurs d'ailleurs, mais bon, c'est marrant de voir que Samsung y réfléchit. Il y a aussi un proto de tablette pliante. Alors là, c'est carrément une tablette 4 tiers de 17 pouces qui se replie comme un livre, qui est donc beaucoup plus compact. Et pour finir, il y a un truc assez marrant, c'est un écran d'ordinateur borderless, donc un petit peu comme un téléphone, qui a aucun trou ni en coche, mais il y a quand même une webcam. Donc il y a une zone webcam sous l'écran, donc c'est une webcam invisible, une tendance qu'on voit un petit peu aussi dans les smartphones et qui arrivera dans un futur très proche, très probablement. Donc c'est des technologies qui sont pas vraiment nouvelles, mais qui sont bien illustrées, et écoute, c'est Samsung, donc peut-être que ça va arriver dans un truc grand public assez prochainement.
J'ai mon fils de 4 ans là qui est en moyenne section à la maternelle, qui ramène régulièrement des dessins de l'école, et il a une manie, et je me dis que c'est ça en fait le futur, c'est pas les écrans pliables en s'imaginant qu'on plie en deux un appareil, mais c'est les écrans chiffonnables, parce que lui quand il ramène un dessin de l'école, il l'a plié, mais tu sais, il pliait jusqu'à ce qu'il puisse plus le plier. Mais c'est ça l'avenir, Guillaume, c'est quand on aura des écrans de smartphone qu'on pourra chiffonner et mettre en boule dans la poche et les déplier, et ils resteront bien plats, bien efficaces. C'est vraiment trop le futur là pour le coup. On va parler j'ai pas du tout suivi. Qu'est-ce que c'est que Miu Miu? J'imagine que ça n'a rien à voir avec l'actrice Miu Miu. Non, c'est pas la fille ou la fille de Miu Miu. Miu Miu, c'est alors je sais pas. Imagine si tout le monde pouvait transformer sa vie en télé-réalité. Non, ça existe déjà en fait. C'est déjà Instagram, YouTube, oui. Echo. C'est rien de nouveau. C'est alors TF1 et M6 qui fusionnent au passage. Ouais, je sais pas le niveau de qui ça va remonter, mais bon. Donc, non. Alors, attends. Et si tout le monde devenait une cam girl ou une cam boy, tu sais, plutôt, en fait. Tu donnes un type et la personne en face de la webcam fait un truc. Okay. Si tout le monde devenait un cam boy ou une cam girl, mais pas sexuel, hein, juste des cam boys de notre vie, quoi. Donc, on demandera à nos spectateurs ce qu'on doit porter comme vêtements, on les ferait payer pour voter, pour une chemise hawaïenne ou pour un polo Lacoste. Tu vois, on leur demanderait ce qu'on va manger, tu vois, une salade de quinoa, un potage de légumes oubliés. Oui, parce qu'on est des générations Z ou pas? Bon, parfois, certains pourraient donner une somme pour qu'on fasse quelque chose de spécial. Donc voilà, ça te tente toi de déléguer tes choix ou de céder une partie de ta liberté contre de l'argent, simplement via une application? C'est pas que ça me tente, Guillaume, c'est que je suis excité par cette idée. Non, ça me fait une peur atroce, mais dis-moi tout. Miu Miu, c'est une sorte de Discord avec interaction monnayée entre spectateurs et streamers. Les premiers payons pour contrôler des aspects de la vie des seconds. Bien sûr, les exemples fournis par Miu Miu semblent assez anodins, évidemment, hein, si vous en foutez de manger une pizza au pepperoni ou une reine, autant que ça vous rapporte un peu de pognon, mais bon, suis-je le seul à trouver que ce type d'idée peut partir en couille totalement, très rapide, très très vite? Parce que bon, justement, à la proximité avec le système des camgirls, ça fait réfléchir, quoi. Tu sais, le faux sentiment de proximité entre la streameuse et les tipeurs, c'est pas des choses qui sont toujours très saines, malheureusement. Il faut faire très attention à maintenir la distance, sans quoi le harcèlement est jamais loin. Donc, outre l'aspect purement éthique de vendre ses choix et de se vendre en fait toujours plus soi-même sur Internet, je sens que les dérapages arrivaient assez violemment et assez rapidement, quoi. Ça me fait écho en suivant un petit peu la Google I.O. tout à l'heure, ils ont présenté le Project Starline. C'est un ensemble de technologies qui en gros permettent d'avoir des visios donc sur des très grands écrans, enfin des assez grands écrans, qui te donnent un sentiment de proximité énorme parce qu'en fait la personne que tu as en visio dans l'écran face à toi, qui peut être à l'autre bout de la planète, il y a une forme de calcul de son image avec une restitution 3D. Je rentre pas dans les détails, encore une fois, probablement qu'on vous en reparlera dans le prochain épisode, mais j'imagine l'ouverture que ça peut faire avec des dérives de ce type de solutions telles que Miu Miu avec des restitutions aussi qualitatives d'interaction en visio. C'est le futur après tout, hein, vous avez prévenu. Et puis le futur, c'est peut-être la possibilité de prêter sa voix sans parler. Guillaume, là encore une fois, est-ce que je vais pouvoir demain prêter ma voix, moi qui suis un podcasteur technophile enthousiaste, ou toi un chroniqueur tech avéré? Probablement, je sais pas. Quand on parle de se monétiser soi-même, peut-être viendra effectivement le jour où on sera tellement célèbre qu'on nous sollicitera pour faire de la pub à la radio pour les dernières Peugeot. Voilà, t'imagines, ou pour Choc à Pic, ou pour Durex. T'imagines la gloire si tu fais la pub pour Durex et que t'es vraiment universellement célèbre, quoi. Que ta voix est tellement reconnaissable que tu peux la vendre. Alors ça se fait déjà, bien sûr, d'une certaine manière, mais là je parle de prêter sa voix sans parler, effectivement, parce que c'est la promesse de Marvel AI et Veritone. C'est de cloner votre voix pour qu'ensuite d'autres gens puissent l'utiliser comme ils veulent, sans que vous ayez à parler. Donc les gens achètent des droits sur votre timbre en fait de voix, sur votre voix, où ils plaquent ensuite donc votre timbre de voix sur un acteur, ou alors ils mettent tout simplement ça dans un synthétiseur vocal, ils font dire ce qu'ils veulent. Donc Marvel AI propose donc du Voice as a Service, du VAS, et c'est l'objectif de gagner du fric sur la célébrité de ta voix, ou bien des animateurs radio de laisser un robot lire les news avec leur voix, ou même de ressusciter des acteurs morts qui pourraient refaire des pubs pour Choc à Pic. Bon, je suis pas complètement convaincu parce qu'il y a une démo du synthétiseur et que bon, en anglais, seules 2 voix sur 5 m'ont paru vraiment naturelles. Et en français, elles vont du très bof à archi nul. La meilleure n'a même pas été capable de faire des liaisons correctement, mais bon. Même si je pense que l'objectif est techniquement atteignable, c'est vrai que la démo gratos c'est pas hyper impressionnante. Donc c'est pas encore demain qu'on pourra cloner nos voix et et laisser un chatbot bosser à notre place. Désolé. Mais bon, écoute, après avoir parlé de parler sans parler,
on pourrait parler d'écrire sans écrire. Voilà. Et oui, je sais, c'est confus, mais en fait, on peut conclure par une news quand même qui est assez sympa. Donc, parce qu'il n'y a pas que Neuralink dans la vie. Vocale. C'est une dictée pas vocale du tout, en fait. Il y a des gens qui ont, donc c'est pas Neuralink, mais c'est une autre interface corticale. Et c'est celle de Stanford, et elle marche très bien. Et donc c'est un truc qui compte environ 200 électrodes, et ça a permis à un homme paralysé à partir de la nuque d'écrire à une vitesse remarquable de 90 lettres par minute, ce qui est quand même une lettre et demie par seconde, et c'est quand même vraiment pas mal, surtout sans les mains. Parce qu'il lui a suffi de penser qu'il écrivait, comme s'il écrivait avec sa main, en cursive, hein, et à 94%, le système a retranscrit la bonne lettre. Donc c'est super encourageant, même si c'est juste une expérience pour le moment, ça montre au moins, disons, un usage qui est plus efficace que ce qui se fait actuellement des interfaces corticales. Je voulais rebondir un petit peu sur le concept des voix. Tu sais, je passe à des situations très particulières. Mais il y a Patrick Poivet qui est décédé en juin de l'année dernière, à l'âge de 72 ans, qui est la voix, entre autres, de Bruce Willis en français, qui est aussi la voix de beaucoup de pubs sur Rire et Chanson. Enfin, il a fait énormément de voix. C'est un acteur très connu pour sa voix. En fait, ce serait hyper intéressant de voir dans quelle mesure est-ce qu'il pourrait pas faire profiter les générations et ses enfants des droits sur l'utilisation de sa voix qui auraient pu être réutilisés techniquement avec des achats, des droits qui profiteraient à ses enfants. Je ne sais pas si ça faciliterait ce genre de situation, la techno dont tu. Ce serait, en fait, c'est pas que ça la faciliterait, c'est que ça la permettrait tout simplement, parce que comme il est mort, effectivement, il n'y a pas vraiment d'autre moyen de continuer à capitaliser sur sa voix, hein, si on a envie effectivement de. Après, il y a toujours un problème éthique à ce genre de truc, c'est-à-dire c'est comme réutiliser des acteurs morts. C'est techniquement possible de remettre James Dean dans un film si vraiment on en a envie. Bon, même si c'est très cher. Princesse Leia. C'est possible de remettre la princesse Leia dans un film. Ce sera peut-être un jour possible de réutiliser la voix de Bruce Willis, parce que par ailleurs j'aime beaucoup la voix française de Bruce Willis. Hein. Ça me dérangerait pas de la réattendre. Elle était très bien. Mais la question qui se pose vraiment, c'est pourquoi ressusciter des acteurs morts ou des voix mortes alors qu'on a plein d'acteurs vivants. Ouais. Plein de nouveaux acteurs qui arrivent tout le temps et qui n'ont pas de boulot. Ils n'ont pas de boulot parce tu imagines un acteur qui entre et qui n'a pas de boulot parce que son boulot est pris par un acteur mort. Je veux dire, c'est ridicule, franchement. Oui. Enfin, je trouve, perso, mais bon. Ça soulève au moins la question, effectivement. Après, je sais pas si c'est aussi mécanique que ça, et puis on pourrait aussi parler à la façon dont serait commercialisée et vendue la voix d'un être mort. Bon, c'est un vrai sujet, presque bien trop éloigné de la tech et qui touche à des aspects philosophiques dans lesquels on va pas se lancer parce qu'on n'a pas le temps. Et pourquoi on n'a pas le temps? C'est parce qu'on a quelques sujets autour des jeux vidéo dont on voudrait vous parler, à commencer par le Vive, le HTC Vive, Guillaume. Ouais, on est obligé d'aller un peu vite du coup, mais effectivement, HTC vient d'annoncer 2 nouveaux casques. Donc il y a un casque tout en un, le Vive Focus 3, et un autre casque qui est le Vive Pro 2. Et en fait, ces deux trucs sont donc très bien. Avec globalement pour le Vive Pro 2, c'est le plus simple. C'est un truc qui a une résolution qui est largement supérieure, avec une vitesse de rafraîchissement supérieure. Et le Vive Focus 3, c'est une sorte d'Oculus Quest 2 de super luxe, puisque il a encore une fois meilleure résolution, bien meilleur champ de vision, etc. Le seul souci, enfin si c'est un souci en tout cas, c'est une orientation, c'est que ils ont focus business quoi. Ce sont des choses pour les entreprises parce que à $1,300, le Vive Focus 3 c'est pas un produit grand public et c'est pareil pour le Vive Pro 2 puisque la totalité du package Vive Pro 2 c'est $1,400. Donc globalement, Vive veut faire du fric sur ses casques plutôt que essayer un petit peu le mode console comme Facebook. Et du coup, pour faire du fric sur les casques, il faut qu'ils les vendent cher, et donc ça devient de fait un produit professionnel, quoi. Donc les Vive s'orientent vers les pros, que ce soit les pros, je sais pas, tout ce que vous voulez, évidemment les VR-arcades, hein, les arcades VR, ou bien évidemment tous ceux qui peuvent avoir besoin de réalité virtuelle. Voilà, donc c'est une orientation qui est un petit peu dommage, en tout cas les machines ont l'air très bien, ça y a pas de souci. Bon, si vous n'êtes pas pro, vous pourrez toujours vous rabattre sur le PlayStation VR 2. Alors bon, on va y aller encore très vite parce que ce sont des rumeurs qui ont été publiées le 10 mai sur Upload VR. On aurait une définition 4 fois plus grande par œil sur le PSVR 2 que sur le PSVR standard. On aurait aussi un réglage de l'IPD de l'intervalle interpupillaire qui serait donc vraiment réglable de manière mécanique, et ça, ce serait génial. Tous ceux qui ont utilisé le premier PSVR et qui n'ont pas vraiment les yeux en face des trous comprendront que c'est vraiment très très important d'avoir ce genre de truc. Et oui, c'était mon cas.
On aura aussi donc un seul câble à brancher en USB-C à la PlayStation 5, un système de tracking inside-out, ça on s'y attendait quand même un petit peu, plus besoin de PlayStation Camera, et on aura apparemment, enfin en tout cas c'est la rumeur, un rendu fovéal, ce qui supposerait donc un tracking du regard, mais ce qui permettrait de dramatiquement améliorer le niveau de détail des jeux, puisqu'encore une fois en rendu fovéal, on ne rend avec le maximum des niveaux de détail que ce que vous regardez, que la zone où vous regardez, le reste est rendu de manière beaucoup plus sommaire, ce qui permet évidemment de focaliser toute la puissance de la console là où vous regardez et pas ailleurs, et donc ça permet d'économiser beaucoup de puissance et d'avoir des jeux beaucoup plus donc beaucoup plus réalistes potentiellement. Donc voilà. Mais tout ça, ce sont malheureusement des rumeurs, et on espère que ça va se concrétiser bientôt. Entre le fait que ce sont des rumeurs et qu'on trouve pas de PlayStation 5, c'est pas gagné, mais ça nous dessine un avenir radieux. Starfield exclut Xbox et PC, Guillaume. Et oui, on savait bien que l'acquisition de ZeniMax Bethesda pour 7,5 milliards par Microsoft allait évidemment être exploitée à un moment ou à un autre, et pas juste pour mettre des trucs sur la Xbox Game Pass. On s'attendait à ce qu'il y ait des exclus. Apparemment, il y a un journaliste de VentureBeat qui s'appelle Jeff Grubb qui, sur Twitter, assure que, selon ses sources, Starfield, qui est quand même la première nouvelle propriété intellectuelle de Bethesda depuis 25 ans, sera exclusive à la console et au PC, à la console Xbox et au PC. Ce qui est un énorme truc, parce que bon, faut voir quand même que jusqu'à présent, les jeux Bethesda sortent un petit peu partout. Faut voir Skyrim qui est sorti sur à peu près tout ce qui existe. Là, ce sera apparemment pas le cas pour Starfield. On ne sait absolument pas ce qu'il en sera pour Elder Scrolls 6. Mais il n'est pas impossible qu'Elder Scrolls 6, et ce sera un énorme changement, ne sorte que sur PC et sur Xbox. Bon, c'est à voir. Donc c'est quand même un gros coup dur pour PlayStation, hein, s'il n'a pas ni Starfield ni Elder Scrolls 6, c'est quand même deux gros trous. Cela dit, PlayStation Studios a quand même 25 jeux en cours. Horizon Forbidden West est d'ailleurs reconfirmé pour 2021. Et donc il y a Herman Hulst qui cite qu'il y a quand même 25 titres exclusifs à la PlayStation 5 qui arrivent, dont la moitié seraient des nouveaux titres, quoi, des nouvelles propriétés intellectuelles. Bon, est-ce que ce sera suffisant, parce que ça commence à devenir vraiment très très chaud, la concurrence Sony-Microsoft. Est-ce que tous ces jeux seront suffisants pour contrer le rouleau compresseur Microsoft? Ben voilà, on va voir, l'histoire est en train de s'écrire. Oui, ça devient vraiment compliqué, et vu de loin, moi qui suis pas un gamer averti, ça fait un petit moment que si je devais choisir un camp, je m'orienterais clairement du côté de Microsoft quand je vois le catalogue auquel tu peux prétendre, et effectivement il y a probablement des exclus PlayStation captivantes et de très bonne qualité, mais pour quelqu'un comme moi qui devrait arbitrer comme ça sans grande connaissance, j'aurais vite fait mon choix. Bref, un dernier mot quand même dans cette rubrique jeux vidéo, parce que tu nous avais expliqué ce en quoi consistait Roblox, Guillaume, et je te remercie encore. Ça fait déjà plusieurs épisodes de Tech Café que je sais ce que c'est, et pourtant le truc date d'il y a très longtemps, il date même d'avant l'iPhone. Et Roblox ressort dans le cadre du procès Epic Games contre Apple. Est-ce que tu veux nous en retoucher un mot? En fait, c'est pas vraiment qu'il ressort, si tu veux. C'est que on a noté que très subtilement, la mention de jeux sur Roblox a disparu. Donc en fait, l'onglet jeux sur Roblox, sur le site Roblox, est devenu un onglet Discover. Et les jeux individuels, enfin en fait, ce qu'on appelait les jeux avant, maintenant ça s'appelle des expériences. Alors, ça n'est peut-être rien pour vous, mais pour un juge, ça peut vouloir dire beaucoup, parce que tout simplement, Roblox est donc considéré comme une plateforme qui distribue des expériences, mais pas des jeux. Or, on sait que sur iOS, c'est quand même très très touchy ce genre de truc. Apple, il aime pas trop que tu possèdes ton propre store dans lequel tu vends tes propres jeux. Ouais, souvenez-vous de certains autres exemples, tu vois. Et donc, la question de savoir si Roblox distribue des jeux, elle est très importante pour Roblox, qui pourra se faire boloxer par Apple si jamais il se rendait compte que les jeux Roblox étaient des jeux. Parce que, ou alors, au contraire, si les jeux Roblox sont des jeux et que Roblox a le droit de distribuer des jeux, pourquoi les autres ils n'ont pas le droit de le faire? Tu vois. Donc, considérer Roblox comme un jeu qui distribue des DLC, ce qui est la manière dont Roblox veut absolument qu'on pense que c'est ce qu'il fait, quoi, parce que sinon c'est problématique, est très important,
Et donc c'est plus qu'une question sémantique en fait, c'est une question d'interprétation légale, c'est-à-dire qu'est-ce que fait Roblox? Est-ce que Roblox est un portail qui distribue des jeux, auquel cas normalement il ne devrait pas avoir droit de citer sur l'App Store, puisque les jeux qui sont faits par la communauté sont pas soumis au processus de révision d'Apple, donc en fait un jeu, il pourrait y avoir des jeux de n'importe quoi, des jeux porno, de ce que tu veux, à la limite Apple ne peut pas le voir via Roblox, donc c'est un problème. Donc Roblox est-il un portail qui distribue des jeux, ou Roblox est-il un jeu qui distribue des DLC? C'est une nuance qui est hyper importante pour Roblox. Bon, pour l'instant, Apple semble choisir que c'est un jeu qui distribue des DLC. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que Roblox paye environ un quart de ses revenus en commission Apple? Je sais pas, mais étant donné le pognon que fait Roblox, c'est une source de revenus non négligeable, va aller savoir. Ouais, le juge doit quand même se gratter la tête dans le cadre de cette affaire, puisqu'il y a le directeur senior du marketing chez Apple qui a témoigné en disant ouais, mais c'est pas vraiment des jeux, parce que bon, des jeux c'est plus compliqué que ça, tu comprends, il y a un début, il y a une fin, il y a une histoire, ce qui est une explication qui est complètement bancale, et c'est Phil Schiller qui 90% des trucs qu'il y a sur Roblox, c'est des jeux. Ben oui, mais bien sûr. Et d'ailleurs, Phil Schiller est revenu témoigner sur le sujet en disant non, mais c'est pas le problème. Ouais, mais bien sûr que c'est des jeux, mais c'est des jeux qui n'ont pas été créés par des développeurs tiers, mais par des créateurs. Bon, je vous laisse évidemment vous faire votre opinion et surtout soutenir le juge qui doit trancher sur des explications aussi complexes. Si jamais le sujet du procès entre Epic Games qui distribue Fortnite et Apple vous intéresse, évidemment, je vous invite à remonter d'un cran dans la liste des épisodes du podcast pour aller écouter l'épisode que j'ai fait avec Aurélien Condomine, qui est avocat et spécialisé dans les matières antitrust et qui nous donne un petit peu son éclairage sur le début de ce procès, à quoi on peut s'attendre par la suite, quels sont les enjeux. En une demi-heure, je pense que vous avez un éclairage assez complet sur ce sujet. Merci beaucoup Guillaume pour avoir préparé cette émission qui s'avère une fois de plus très complète pour qu'on puisse suivre l'actu tech et ses enjeux de société. Je vous rappelle, si vous avez écouté l'épisode jusque-là, si jamais vous avez souri à certains moments, si jamais vous retenez quelques notions un peu clés dans l'actualité tech qui vous ont marqué et que vous allez pouvoir repartager autour de vous, peut-être même que ça vous sert dans votre métier ou dans vos passions, je ne peux que vous inviter à envisager le fait de nous soutenir en rejoignant notre page Patreon, patreon.com/techcafé. Le lien est dans les notes de l'émission. Je vous invite au moins à aller jeter un coup d'œil pour voir si vous pourriez envisager de nous soutenir, même temporairement. Vous pouvez vous dire pour quelques mois, allez, c'est parti, je soutiens Guillaume Poggiaspala et Guillaume Vendée dans leur démarche podcastique. Merci en tout cas d'envisager peut-être le fait de nous soutenir. Guillaume, est-ce que tu peux nous rappeler maintenant où est-ce qu'on peut te retrouver? Je sais pas, va savoir, peut-être sur Roblox pour faire une expérience. J'étais sûr que tu nous proposerais de te retrouver dans une expérience de créateur sur Roblox. Merci beaucoup pour ta participation, Guillaume. Vous me retrouvez pour ma part sur guillaumevendée.fr où il y a plein d'autres thématiques que j'aborde. Venez discuter au passage entre vous et avec nous sur Discord. Le serveur et son lien figurent dans les notes de l'émission. Les abonnés sur Patreon peuvent d'ailleurs accéder automatiquement grâce à Discord aux notes des épisodes avant leur enregistrement sur une rubrique dédiée. Abonnez-vous aussi à Paraculte, un podcast de pop culture où on vous parle tout simplement de trucs qu'on a aimés, qu'il s'agisse de trucs cultes ou pas vraiment. Consécration quand même quand Monsieur Flap a réagi à mon tweet qui mentionnait le fait que j'ai parlé de Monsieur Flap. J'étais très fier. C'est la gloire. C'est la gloire. Allez écouter aussi le dernier épisode de Relive si vous l'avez pas déjà fait. Relive qui est un podcast sur l'amélioration du quotidien et le développement personnel avec Mike du podcast Niptech. Nous avons parlé de Tony Robbins que vous connaissez peut-être pas mais qui organise des séminaires de développement personnel et il a un documentaire sur Netflix qui s'appelle I'm Not Your Guru, donc je ne suis pas votre gourou, ce qui est une injonction contradictoire qui moi m'interpelle beaucoup. On en a parlé donc dans l'épisode de Relive et je vous rappelle évidemment que tous ces podcasts sont garantis 100% plaisir et c'est dispo dès maintenant dans votre app de podcast quelle qu'elle soit, Apple Podcast, Podcast Addict, Google Podcast, Pocket Cast ou bien d'autres. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt dans un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.